Il est 5 heures du soir. Je gagne une colline qui domine Verdun. C'est un triomphal soir de printemps. Les courbes de la Meuse étincellent au soleil couchant et dessinent sur la plaine pâle un chemin de feu analogue au ruban des convois automobiles dans la nuit. L'air est chargé de caresses. Et dans ce paysage de paix, rien n'existe que pour la guerre. Sur Froide-Terre et sur Souville, les obus soulèvent en éclatant d'épaisses colonnes de fumée noire. Dans le ciel, une flottille de nos avions rentre au port. Les ballons captifs achèvent leur observation pendant que la lumière le permet. Sur la route qui monte, passent sans arrêt des caissons d'artillerie, des cuisines roulantes, des troupes. Tout ce monde, tout ce matériel se rapproche des lignes afin de ravitailler ou de prendre position dans quelques heures à la faveur des ténèbres. Quand on parle de Verdun, on parle de la bataille de Verdun, de l'enfer de Verdun. 300 jours d'affrontement où, sans trêve, s'abattent sur les hommes des millions de tonnes d'acier. 1 million d'obus le premier jour et 49 autres les 300 jours restants. Une terre mutilée, saturée de chair et d'acier. Les secousses d'un tremblement de terre, la lave d'un volcan et tous les cataclysmes de la nature ne sauraient endommager la terre comme elle l'a été du 21 février au 18 décembre 1916. 300 jours. Des milliers d'hommes et une seule doctrine. Ils ne passeront pas. Au cœur de la tempête, des milliers d'âmes retranchées, chacun dans sa propre solitude, loin de leurs femmes, de leurs fils et de leur foyer. Parfois même, c'est avec le regard déjà vidé que certains soldats fêtent leur 20e anniversaire. À Verdun, jour et nuit, de la veille à l'aube, la terre se déchire et sombre les hommes sous un déluge de flammes et d'acier. À Verdun, le cœur des soldats se soulève à chaque tremblement de terre. À Verdun, le chien à 3 têtes a perdu sa laisse. À Verdun, le ciel rouge abrite les sifflements du diable, et le sourire des hommes s'est alourdi dans le déluge des flammes. À Verdun, la France résiste à l'Allemagne, mais les hommes, eux, y sont emportés par la mort. Verdun, le 18 mars 1916. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu'1 jour plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'ai appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ma dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. Hiver 1916. Dans les gares de tout le pays, l'heure est aux retrouvailles des derniers soldats au retour de Verdun. Les larmes de joie et de peine embrassent le retour des hommes mutilés par la guerre. Et cette guerre n'est pas finie.
Pendant 1 an encore, les vapeurs de liesse croiseront celles de la peur et de l'angoisse du départ vers l'Est. De retour dans leurs usines et leurs fermes, chacun découvre l'odeur nouvelle et réconfortante des femmes qui ont tenu le rôle de leur mari, de leur fils et de leur père. Dans les foyers, les femmes de rescapés doivent apprendre à vivre aux côtés d'une âme ébranlée, rongée par la mort, qui sommeille au fond de leur regard. La nuit, c'est le souvenir d'un frère d'armes démembré qui revient. Et les cris provenant de la terre se lient à ceux du nouveau-né qui a vu le jour pendant le service de leur père. Tout laisse à croire que ces hommes ont la mort au fond d'eux, et qu'elle ne les quittera plus jamais. Qu'ils le veulent ou non, les enfants de Verdun le seront à jamais. Dans une Europe d'après-guerre qui rêve de paix, tout le mal du monde ne peut retranscrire ce drame de Verdun. Ce drame de toute une génération, des vivants comme des morts. Alors, en fait, la mémoire des anciens combattants, elle est très difficile à transmettre puisque ça a été une réalité qui a été traumatisante. Comment expliquer le traumatisme connu? Comment expliquer le côté surréaliste de cette guerre dans laquelle les hommes ont été écrasés à coups de tonnes de vue à des civils qui, par la propagande, ne voyaient pas la réalité de la guerre. On masquait évidemment à l'arrière la réalité de la guerre. C'est une réalité qui pouvait passer qu'entre eux, c'est-à-dire qu'ils se comprenaient les uns les autres. Ils vont écrire. Il y aura des écrits, des carnets, énormément de carnets, avec des succès de librairie plus ou moins différents. Il y aura des grands noms qui vont sortir du mouvement ancien combattant après la Première Guerre mondiale. On pense à Roland d'Orgelès, par exemple. On peut penser à Barbus également. À l'échelle des nations, l'Europe d'après-guerre est une Europe traumatisée, dans l'incompréhension, mais également en ruine. Les hommes, comme les murs, se sont effondrés dans le conflit. Une seule envie imprègne alors les esprits. Oublier. Oublier pour vivre à nouveau. Mais aussi oublier pour reconstruire un présent et un futur stable. Les rescapés, eux, ne veulent et ne peuvent pas oublier. Les pensées noires, les nuits blanches et le sifflement permanent qui retentit dans leurs oreilles les en empêchent. Ces hommes devenus anciens combattants veulent rendre hommage à leur mort. Soldats d'infortune, battus pour la vie et le salut de leur patrie. Après le conflit, on n'était pas sur le devoir de mémoire directement, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire de tous ces morts qui sont encore en place. Et Monseigneur Génisty, alors évêque de Verdun, se retourne vers l'État pour savoir qu'est-ce qui va être fait de tous ces morts ici sur le champ de bataille. L'État français lui répond donc dans un premier temps qu'il allait déjà faire pour les vivants avant de penser aux morts, ce qui est aussi normal, un quart du pays est détruit. Faire pour les vivants avant de faire pour les morts. L'État ne pouvant répondre à l'appel des morts, c'est aux vivants d'y songer. Dans un monde en pleine renaissance, à l'aube de l'ivresse des années 20, qui est de plus à même pour remplir ce rôle mémoriel, sinon les rescapés de la tempête? Dès 1918, les anciens combattants se réunissent dans des associations. Unis autour de leur traumatisme et dans une volonté commune de se souvenir, ils se saisissent d'une place primordiale dans la société d'après-guerre. Les anciens combattants, et là c'est spécifique à la France, vont finalement endosser un rôle social et civique très important dans la société d'entre-deux-guerres. En fait, l'idée qu'ils vont avoir, c'est de montrer qu'ils ont été des soldats citoyens qui se sont battus pour la France, pour la liberté, pour la démocratie, et que donc de ce fait, il y avait un travail évidemment envers les jeunes générations, et ceux déjà durant l'entre-deux-guerres, pour pouvoir faire passer ce message de pacifisme très fort, ce message de civisme. Donc on a, si vous voulez, il y a eu des témoignages, mais il y a une action sociale qui est très forte de la part des anciens combattants pour véhiculer justement les valeurs de paix, pour qu'on ne connaisse plus jamais ça en fait. C'est ça qui est très très important. Pour les anciens combattants, la priorité est de rendre hommage aux hommes avec qui ils ont combattu et que la guerre a emporté. Et parce que ce sont les morts qui ont fait ce que les vivants continuent, ces derniers méritent un édifice en souvenir de leur mémoire, de leur combat et de leur sacrifice pour la France. À Verdun, ce monument est l'ossuaire de Douaumont. Monumental en sa solide assise, il se dresse là où les hommes ont été autrefois ensevelis. Donc en fait, c'est Monseigneur Génisty qui fait le tour de France, d'Europe et du monde pour récupérer des fonds pour l'édification de ce monument et pouvoir récupérer les corps dans un endroit sûr et puis où les familles peuvent venir se recueillir. Inauguré en 1936, l'ossuaire de Douaumont devient rapidement le symbole d'une France combattante et d'un conflit dévastateur. Désormais, avec ce monument, c'est le monde entier qui se souviendra de Verdun. Puis, les années passent, le monde se transforme et la Seconde Guerre mondiale éclate des plaies de la Première. 50 millions d'âmes perdent la vie en l'espace de 7 ans. Jamais un tel drame n'a frappé l'humanité. En plus de cela, cette Seconde Guerre mondiale amenuise davantage le souvenir de la Première. Souvenir qui commençait déjà à s'estomper avec la disparition progressive de bon nombre de survivants de la Première Guerre mondiale. L'objectif des anciens combattants de 14-18 devient alors de faire pour les générations du futur, celles qui n'auront pas la chance de connaître les rescapés de la Grande Guerre.
C'est alors qu'émerge le projet de mémorial de Verdun. Ce sont les anciens combattants qui, dans les années 50, pensent ce projet de mémorial, veulent ce projet de mémorial. Ça n'aboutira qu'en 1967, mais il est bien de la volonté des anciens combattants qui voulaient témoigner de ce qu'ils ont vécu ici même à Fleury de Vendôme. Oui, chacun s'est fait à l'idée de la mort. Que peut-il me rester si je survis à la guerre? De mon plus lointain passé à la minute présente, tant d'années dont je fais le compte tiennent dans mon souvenir, comme un peu d'eau dans le creux de la main. Que je desserre les doigts et cette eau s'écoule. Le passé rassemblé qui me paraît si court dépasse de beaucoup tout l'avenir que je puis espérer. Que cela est donc peu de choses. La mort ne fait que desserrer les doigts du temps qui porte nos jours futurs. Et nos jours, en tombant, glissent comme des gouttes et ne font aucun bruit. Novembre 2022. 105 ans et 11 mois se sont écoulés depuis la fin de la bataille de Verdun. Les anciens combattants ont désormais disparu. Les murs des forts et des ouvrages militaires se sont affaissés sous leur poids, et la nature a trouvé un terrain fertile entre les éclats de shrapnel et les fragments d'obus. Partout, de l'obscurité indécelable du massif forestier aux abords des mémoriaux et des cimetières militaires, dunes et cratères d'acier jonchent le sol. Dans les forts et les abris encore accessibles, l'eau s'est frayé un chemin entre les craquements du béton et ruisselle maintenant le long des murs. L'ombre des villages détruits recouvre les racines sorties de terre, qui déambulent maintenant sur le sol, s'attelant à reconstruire la vie, là où la mort s'était imposée. De toutes parts, les hommes affluent pour découvrir les vestiges de l'enfer passé. La mémoire des hommes est désormais celle de leur édifice, de leur fort et de leur citadelle. Il faut au maximum préserver ce qui existe, mais en même temps aménager afin de continuer à donner une interprétation à ces vestiges-là. La politique qui a été adoptée est celle de l'accessibilité, c'est-à-dire que vous avez sur le champ de bataille de Verdun des sentiers qui ont été aménagés, notamment par l'ONF, pour pouvoir rallier, pour pouvoir rejoindre ces bâtiments, ces monuments qui sont tous disséminés autour de nous dans cette forêt. La politique qui a été plutôt adoptée, c'était de faire en sorte d'avoir, sur les grands monuments, finalement, de développer une politique d'aménagement qui puisse répondre aux attentes du public. Et en ce qui concerne le reste, on est toujours dans la sanctuarisation voulue par les anciens combattants. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à ça. On le laisse tel quel, mais on rend accessibles ces différents monuments. Quand la terre a été martelée, retournée et réduite ensemble dans une bataille de 300 jours, un siècle entier ne saurait enfouir les blessures du passé. Alors que le lien avec le passé se complexifie avec les décennies qui s'écoulent, la Terre est, ce qui a été enfoui pendant les affrontements, demeure un lieu de conservation et de découverte inopinée. Les recherches, il n'y en a plus. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, ça a été interrompu. Ce ne sont plus que des découvertes fortuites. D'accord, ces découvertes fortuites, il y en a tous les ans. On découvre encore des corps, soit lors de travaux forestiers, soit de découvertes. Mais c'est toujours en lien et avec l'ONAC-VG, puisque c'est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est responsable du relevage des corps sur les champs de bataille de France. Les anciens combattants se sont éteints, mais dans les placards familiaux, sous les dépôts du temps et de l'oubli, demeurent leurs lettres, leurs insignes et d'autres objets qu'ils ont laissés à ce monde. Du domaine privé de la famille, comme du domaine public, ces objets d'histoire ont en eux ce pouvoir de nous propulser dans cette époque désormais révolue. Le mémorial de Verdun fait partie de ces structures faisant l'acquisition de ces objets d'histoire pour alimenter les recherches. On a des personnes qui se présentent régulièrement et qui nous proposent des objets. Et donc ces objets, on ne peut pas tous les avoir puisque nos réserves sont déjà bien chargées, parce que la collection, en fait, elle remonte à la fondation même du mémorial de Verdun. Donc une collecte qui a été amorcée en 1967, mais qui continue à s'enrichir en fait d'année en année. Et donc ce que nous avons, c'est un comité d'acquisition en fait qui se positionne quant à la réception ou non de dons qui sont proposés par les personnes. Du mémorial de Verdun à l'ossuaire de Douaumont, la commémoration se lie étroitement à la recherche et à la fabrique de l'histoire. Acquisition d'objets du passé, travail historique
et liens avec les anciens combattants et leurs familles, participent à la recherche et au partage de l'histoire au grand public. C'est que pendant très longtemps, on a considéré Verdun, le mémorial de Verdun, comme un lieu de mémoire. Et c'en est un, assurément. Vous avez vu l'ossuaire, on est vraiment sur de la monumentalité qui marque la mémoire. Mais le mémorial est aussi et surtout un lieu d'histoire, un lieu où on contribue à fabriquer l'histoire par des recherches, par des articles, par un programme avec des conférences. On a un conseil d'orientation scientifique dans lequel participent de nombreux historiens. Donc, avec tout un programme de recherche, par la conservation des collections, par la politique d'exposition. Et puis on est surtout un lieu de partage de cette histoire, de transmission de cette histoire. Un siècle après la fin du conflit, le lien entre le passé et le présent devient de plus en plus subtil. Dans un monde où une telle violence est difficile à concevoir, quel lien de plus solide, si ce n'est celui d'un père ou d'un grand-père ancien combattant? Brute et palpable, la mémoire familiale est le lien le plus fort qui existe. La mémoire familiale, c'est la mémoire à visage humain, celle d'un grand-père, d'un grand-oncle, qui nous raconte une anecdote au détour d'un repas de famille. Celle d'une correspondance de guerre à l'épreuve du temps, ou d'une rare photo d'un grand-père en bleu horizon. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, ce lien n'est plus faisable directement. Pourtant, malgré le passage d'un siècle, la mémoire familiale demeure. Pour intéresser les jeunes à la Grande Guerre, je crois que c'est aussi ce lien entre une mémoire familiale, même si elle a plusieurs générations, et la grande histoire qu'il faut travailler pour ça. Le XXIe siècle et son progrès technologique a permis d'amener de nouveaux supports pouvant questionner un jeune public dans un besoin de reconstitution plus familier. Depuis quelques années, bon nombre de créateurs de jeux vidéo mettent en scène la Première Guerre mondiale, amenant un débat complexe sur le sens éthique de cette nouvelle forme d'art, où le spectateur devient acteur. Acteur d'affrontement, où l'équilibre entre réalisme et attractivité du gameplay est parfois mis en question. C'est-à-dire, évidemment, il y a jeux vidéo et jeux vidéo, que ce soit les blockbusters qu'on va avoir avec des Battlefield, des consorts, où là, bon, c'est un support, si vous voulez, la Grande Guerre, mais en fait, c'est pour pouvoir fraguer avec du matériel semi-automatique. C'est un prétexte, mais au demeurant, ça permet de susciter de l'intérêt auprès des jeunes générations et une curiosité. C'est-à-dire que certains vont rester sur les jeux, je parle que des FPS, mais avec des jeux aussi, il y a des simulations, il y a des jeux de stratégie. Moi, je pense le jeu Verdun, sur Steam notamment, moi, je tire en chapeau parce qu'il y a une modélisation du fort de Douaumont qui est remarquable. Alors les galeries à l'intérieur valent ce qu'elles valent, mais pour la modélisation en extérieur, je trouve ça formidable parce que ça permet aux jeunes, dans le besoin de reconstitution, dans le besoin d'image qu'ils ont, le jeu vidéo est quelque chose de très important. Bien qu'il soit envisageable d'attiser une curiosité chez les joueurs, la question éthique se pose tout de même dans cette idée de jouer à ce qui fut l'enfer de plusieurs milliers d'hommes. Concernant les jeux vidéo, je serais beaucoup plus partagé puisque c'est pas un jeu. Voilà, là c'était vraiment une bataille de 300 jours au milieu des obus, des gaz et de la mort. Donc les films peuvent rapprocher, peuvent intéresser le jeune public. Ce qui restera vraiment en empreinte, l'empreinte, ça sera d'être sur le terrain, de venir sur le terrain, voir tout ce qui s'est passé. L'histoire est certes bien lointaine et le sera encore davantage, mais la région de Verdun, elle, a été marquée au fer rouge pour encore de nombreuses décennies. Alors, le meilleur moyen d'intéresser et de sensibiliser les nouvelles générations à ce conflit demeure peut-être l'immersion au cœur du champ de bataille, au cœur des nombreux forts torturés, des boyaux encore présents ou des ouvrages militaires encore accessibles, malgré la végétation grandissante. Mais ce qui va beaucoup marcher, c'est d'incarner des histoires sur le champ de bataille, d'emmener les jeunes sur le champ de bataille, leur raconter des histoires à hauteur d'individus, in situ, c'est ça qui est très très fort. Et là, si vous voulez, par ce phénomène d'incarnation, les jeunes, ils s'identifient un peu. Et donc ils s'interrogent eux-mêmes, mais qu'est-ce que j'aurais fait, comment j'aurais vécu ça? Évidemment, c'est de l'enseignement, il faut qu'il y ait des bandes chronologiques, tout ça. Mais surtout, il faut qu'ils partent avec cette conscience de ce qu'a été les combats ici. L'immersion est la fabrique de l'histoire, au cœur même du champ de bataille, et d'ailleurs un principe des anciens combattants. L'ossuaire de Douaumont, comme le mémorial de Verdun, ont tous deux été bâtis dans la commune de Fleury-devant-Douaumont, située au cœur du champ de bataille. La particularité très forte de ce mémorial, c'est qu'il est à l'endroit même des combats, au cœur du champ de bataille, sur la commune du village détruit de Fleury-devant-Douaumont. Le mémorial était ici même, à l'emplacement de la gare du village de Fleury-devant-Douaumont. La bataille de Verdun est une bataille franco-allemande. Son ampleur fait aujourd'hui de sa commémoration un symbole de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Verdun reste quand même dans la mémoire nationale un symbole très très fort, un symbole qui perdurera aussi avec la poignée de main de Kohl et Mitterrand
pour la réconciliation franco-allemande devant l'Ossuaire. Dès sa création, le mémorial a été conçu dans une optique de réconciliation et vraiment de transmettre un message, en transmettant l'histoire de la bataille de Verdun, être aussi dans un message de citoyenneté européenne et de paix. Donc c'est effectivement pour nous extrêmement important. On a des collaborations scientifiques avec des musées allemands, on a des collaborations pédagogiques avec des lycées ou des universités allemandes en accueillant les jeunes. On voudrait en faire beaucoup plus d'ailleurs, mais c'est un vrai axe de développement, les multiples collaborations avec nos amis allemands, puisqu'il s'agit bien d'une histoire commune. Commémorer Verdun, c'est commémorer la paix après plus de 2 siècles de tensions en Europe. Mais commémorer Verdun, c'est aussi commémorer la Grande Guerre, conflit qui fut fratricide et destructeur, jusque dans l'intimité de toutes les familles françaises. Pas une classe sociale, pas une ethnie, pas une religion n'a été épargnée par la violence de cette guerre. Français et Allemands reconnaissent tous deux, en venant à Verdun, l'histoire proche ou lointaine de leur propre passé. Du chercheur spécialiste de la Grande Guerre au visiteur le moins renseigné sur le conflit, chacun est soumis, en venant à Verdun, à un même regard vers le passé. Un regard de respect et d'humilité envers les soldats tombés, comme le regard d'une nation vers son passé, le regard d'un fils vers son père. Des plus grandes villes aux plus petits villages, partout retentit en France, dans la roche d'un monument de pierre, le nom de Verdun et de ses morts. Et c'est parce qu'elle a marqué la terre, comme elle a marqué les hommes pendant des siècles, que cette bataille de Verdun sera peut-être l'une des seules à survivre à l'oubli du temps. Alors il faut se souvenir de Verdun, il faut se souvenir de la guerre 14-18. Car oublier la Grande Guerre, ce serait nier une partie de notre histoire, et vivre le présent comme affranchi d'un passé dont il est impossible de se séparer. Car oublier la Grande Guerre, ce serait nier l'histoire et accepter que des événements de la sorte redeviennent réalité. Oublier la Grande Guerre, ce serait nier le respect que l'on doit au passé. Pourtant cet oubli, même les monuments les plus massifs et les plus solides, ne peuvent l'empêcher. Car la mémoire ne réside non pas dans la pierre et le marbre de ces monuments, mais dans les noms, ancrés à jamais, ces noms que l'on reconnaît en nous, à travers cette pierre gravée par les témoins de l'histoire. Le soir est tout à fait tombé sur Verdun. La ville est déjà dans l'ombre, quand la ceinture de ses collines semble flotter encore comme une écharpe dans la lumière. Il est temps de redescendre. Le sentiment de la mort ne nous demande pas en ce moment des méditations, mais de l'action.